Dans un futur lointain, plus précisément en l'an 3020 selon le calendrier terrestre, où les différences de classe existent toujours, vit un jeune homme de 21 ans nommé Linfan. Il travaille comme programmeur à Synode Technology Company. Une nuit, alors qu'il travaillait sur son ordinateur portable, il a ressenti le besoin de corriger un dernier bug avant de se reposer, mais il a rapidement été submergé par une fatigue extrême et a décidé de le laisser et d'aller dormir. Il avait à peine fini sa phrase qu'il s'endormit profondément sur son bureau sur son ordinateur portable, mais il se réveilla au milieu de la nuit et vit une étrange lumière briller dans le ciel depuis sa fenêtre. Le lendemain matin, Linfan se réveilla précipitamment en réalisant qu'il était en retard au travail. Il commença rapidement à ranger ses affaires, prenant sa souris d'ordinateur, l'appareil lui-même et son téléphone portable, puis se rappela qu'il avait presque oublié le chargeur et retourna le chercher. Dans une tentative de gagner du temps, il décida de simplement se laver le visage et de ne pas prendre de douche. Pendant qu'il se lavait les mains, une mystérieuse marque noire apparut sur la paume de sa main et sembla être absorbée par sa peau. Linfan se précipita hors de chez lui et héla un taxi. Dès qu'il est monté, il a dit au chauffeur de se diriger vers Synode Technology Company et de conduire aussi vite que possible car il était très en retard pour son rendez-vous. Mais, malheureusement pour lui, la voiture s'est retrouvée coincée dans un embouteillage important. Linfan a recommencé à se sentir extrêmement somnolent, pensant que c'était parce qu'il était resté éveillé tard la nuit précédente. Linfan s'endormit profondément pour se retrouver dans un étrange rêve flottant dans un vaste espace étoilé. Il a vu des roches se rassembler autour de lui pour former une énorme sphère, et il a été stupéfait en regardant ces roches se transformer en une planète complète. Puis des gouttes d'eau ont commencé à se condenser à partir de rien pour former un vaste océan à la surface de la nouvelle planète. Ça ne s'est pas arrêté là. Une forêt dense est apparue, le faisant se demander à quel point ce rêve était étrange. Alors qu'il se promenait dans la forêt, il a aperçu une plante en pot qui lui semblait étrangement familière, et soudain, un scarabée rouge géant à l'air terrifiant est apparu devant lui. Linfan s'est réveillé de son rêve troublant à la voix du chauffeur de taxi lui disant qu'ils étaient arrivés à destination et lui demandant s'il paierait en espèces ou avec un code QR. C'est alors que Linfan réalisa que tout cela n'avait été qu'un rêve. Il sortit de la voiture devant le bâtiment de Synode Technology Company tandis que le chauffeur commentait sarcastiquement que les jeunes d'aujourd'hui se couchent trop tard en jouant à des jeux. Dès qu'il est entré dans le bureau de son patron, il a été accueilli par son manager, Liu Xiangdong, le chef du département de recherche, qui était furieux. Liu Xiangdong a continué à le réprimander, accusant Linfan d'ignorer les règles de l'entreprise. Il lui a dit de ne pas essayer de justifier sa position, que l'entreprise ne pouvait pas se permettre d'employer quelqu'un d'aussi inutile que lui, et que s'il ne voulait pas travailler, il devait faire ses affaires et partir. Linfan est resté calme et a répondu qu'il était arrivé exactement à 9 h du matin à l'heure. Cette réponse a encore plus mis en colère le manager qui lui a crié dessus, lui demandant s'il se rebellait et affirmant que sa parole était loi dans ce département. Le manager a rappelé Alain qu'il lui avait ordonné vendredi dernier de commencer à arriver une demi-heure avant l'heure officielle et a terminé son discours en déplorant que les jeunes d'aujourd'hui ne sachent pas comment suivre les règles. À ce moment-là, les yeux de Linfan ont rouge alors que des images des scarabées effrayants de son rêve lui apparaissaient. Alors que le manager hurlait toujours, menaçant de le licencier d'un seul mot, Linfan l'interrompit calmement et avec assurance en disant « Je démissionne ». Le manager a été choqué par la réaction inattendue et lui a demandé avec mépris comment il pouvait être si intolérant et décider de démissionner à cause de quelques mots. Il lui a ensuite demandé d'un ton moqueur s'il pensait trouver une autre entreprise qui lui verserait le même salaire. Mais Linfan a fermement confirmé sa décision, lui disant qu'il démissionnait effectivement et qu'il soumettrait sa lettre de démission plus tard. Linfan a laissé son manager dans un état de désarroi, fumant son cigare, incapable de croire qu'il était si sérieux au sujet de son départ qu'il avait déjà préparé une lettre de démission. Après que Linfan a annoncé sa démission, il a froidement demandé à son manager, Liu Xiangdong, quand il pourrait aller au service des finances pour régler son salaire. Le manager a reçu cette question avec sarcasme, demandant de quel salaire il parlait. Linfan a insisté sur le fait que malgré sa démission, il avait toujours droit au salaire du mois dernier, qu'il n'avait pas encore reçu. En entendant cela, le manager entra dans une colère noire, jetant les papiers de son bureau. Il a dit à Linfan que c'était lui qui avait démissionné, et que l'entreprise ne l'avait pas licencié. Et, par conséquent, Linfan était celui qui devait payer à l'entreprise une pénalité pour rupture de contrat. Il a ensuite grossièrement menacé d'appeler la sécurité s'il ne partait pas immédiatement. À ce moment-là, Linfan s'est senti vaincu, se souvenant que le contrat qu'il avait signé était plein de clauses d'exploitation et trompeuses intentionnellement conçues pour le piéger. Liu Xiangdong, qui avait été comme un mentor pour lui, avait profité de la confiance des jeunes diplômés et l'avait convaincu de signer ce contrat injuste après avoir promis de l'aider à bâtir sa carrière. Linfan s'est relevé, et le manager lui a demandé avec mépris ce qu'il voulait. Linfan a répondu d'un ton ferme qu'il voulait le salaire du mois dernier et lui a dit de ne pas le faire répéter. Ce défi a provoqué le manager qui l'a accusé de rébellion et de violation des règles et a de nouveau menacé d'appeler la sécurité. Mais avant que le manager ne puisse faire quoi que ce soit, Linfan s'est déplacé avec une vitesse fulgurante et l'a attrapé par le cou, faisant voler ses lunettes.
Dans un état de terreur, le manager a commencé à s'étouffer et à supplier l'Infan d'arrêter, promettant qu'il lui donnerait ce qu'il voulait. À ce moment-là, une violente envie a pris le contrôle de l'Infan, et une voix sinistre a résonné dans son esprit, l'exhortant à tuer son manager. Ce désir a coïncidé avec l'image du scarabée géant de son rêve apparaissant, augmentant son impulsion meurtrière. Mais en même temps, son bon côté, piégé dans cet étrange monde qu'il avait vu dans son rêve, hurlait, essayant de l'arrêter. Le bon côté a crié avec force, insistant sur le fait que le meurtre est un crime et l'a supplié d'arrêter. Soudain, l'Infan a repris ses esprits comme s'il se réveillait d'une transe et a relâché son emprise sur son manager, qui est tombé au sol en toussant violemment. Le manager terrifié a rampé jusqu'à son coffre-fort, l'a ouvert, puis a sorti tout l'argent à l'intérieur et l'a offert à l'Infan, le suppliant de tout prendre et d'épargner sa vie. Mais l'Infan, s'étant calmé, n'a pris que l'équivalent de son salaire mensuel et a dit au manager qu'il pouvait garder le reste. Après le départ de l'Infan, le manager, toujours sur le sol, a décroché son téléphone et a appelé un numéro inconnu. D'une voix tremblante de peur, il a dit à la personne à l'autre bout du fil, qu'il a appelé Chef Zhang, qu'il pensait avoir trouvé un déviant. Pendant ce temps, l'Infan était assis sur les marches d'un bâtiment, épuisé et las, se demandant ce qui lui était arrivé et comment il était devenu une personne complètement différente. Alors qu'il réfléchissait, il remarqua la marque noire sur sa paume et s'interrogea sur son origine. Lorsque l'Infan est rentré chez lui, il a remarqué que la plante qu'il cultivait avait disparu de son emplacement. Il essaya de se souvenir de ce qui s'était passé et se souvint d'une mystérieuse lumière venant de l'extérieur, après quoi il perdit conscience. Il vérifia à nouveau son corps et réalisa que la seule chose différente chez lui était cette mystérieuse marque noire sur sa paume. Dès qu'il concentra son attention dessus, il eut l'impression d'avoir été transporté dans une autre dimension, découvrant l'existence d'un monde de type bac à sable à l'intérieur de son corps. L'Infan réalisa alors que ce qu'il avait vu le matin n'était pas un rêve et que ce monde intérieur était le résultat de son absorption de cette lumière noire. À son plus grand étonnement, la plante qui avait disparu de sa maison apparut soudainement devant lui. Il en déduisit que ce monde était constitué des choses avalées par cette mystérieuse lumière noire, et il sentit au fond de lui que quelque chose lui parlait de sa nouvelle capacité à contrôler ce monde. À l'intérieur de son monde intérieur, l'Infan réalisa qu'il pouvait contrôler ce monde comme il le souhaitait. D'un simple mouvement de sa main, il divisa le continent en deux, formant de grandes falaises séparées par une rivière. Puis il remarqua une créature dans la forêt et réalisa que c'était la même qu'il avait vue plus tôt ce matin. C'était un scarabée rhinocéros. De retour dans la réalité, l'Infan regarda la marque noire sur sa main, se demandant si cette lumière noire était la raison pour laquelle il avait perdu le contrôle de lui-même plus tôt dans la journée. Il en conclut qu'il avait non seulement hérité de la nature féroce du scarabée, mais aussi d'une partie de ses traits, et il sentit que la force de son corps avait été considérablement améliorée. Le scarabée rhinocéros est comme un tank dans le monde des insectes. Non seulement il possède une immense puissance, mais il possède également une carapace et une corne incroyablement dure. L'Infan pensa que si la lumière noire pouvait transférer avec précision ses attributs à son corps, quiconque attaquerait son front subirait des dégâts de recul. Il se souvint de la façon dont il avait été capable de soulever son manager d'une seule main et réalisa que c'était le résultat de la lumière noire améliorant ses capacités. Alors qu'il était dans son appartement, il aperçut une araignée sur le bord de la fenêtre. Il considéra cela comme une occasion parfaite et décida de découvrir quelle capacité l'absorption de cette araignée lui accorderait. En effet, il utilisa la lumière noire dans sa paume pour absorber l'araignée qui fut instantanément transportée dans son monde intérieur. Là, l'araignée commença à se transformer, et dans la réalité, l'Infan remarqua de petites barbes apparaissant sur le bout de ses doigts. Il fut soulagé de découvrir qu'il pouvait faire apparaître et disparaître ses barbes à volonté. Sinon, les gens pourraient penser qu'il était un mutant ou quelque chose de ce genre. Soudain, ses pensées furent interrompues par un coup à la porte. L'un se demanda qui pouvait frapper à cette heure tardive. Une voix de l'extérieur s'est identifiée comme venant du bureau d'enquête sur le surnaturel, lui demandant d'ouvrir la porte pour coopérer à leur enquête. L'Infan a été choqué d'entendre le nom du bureau. Il savait que le bureau d'enquête surnaturelle n'était pas une organisation secrète, mais une entité connue en raison de la prévalence des incidents surnaturels. Bien qu'il y ait peu de reportages sur leur réalisation, l'organisation jouissait d'une large publicité. L'Infan craignait qu'il ne soit venu l'arrêter. Il décida que sa meilleure option était de faire l'idiot et de tout nier. L'Infan ouvrit la porte et découvrit 3 hommes en tenue de cérémonie. L'homme de tête s'avança, se présenta comme l'officier de chef du bureau d'enquête surnaturelle, montra sa carte d'identité et exprima son espoir que l'Infan coopérerait avec eux et répondrait à quelques questions. L'officier de chef expliqua qu'ils avaient reçu un rapport de l'observatoire de la zone concernant une mystérieuse lumière noire tombant dans cette zone au milieu de la nuit dernière. Il lui demanda s'il savait quoi que ce soit sur cette lumière ou s'il avait des indices sur ce qui lui était arrivé. L'Infan réalisa qu'ils étaient effectivement là à cause de la lumière noire. L'officier ajouta qu'il espérait que l'Infan les informerait de toute information qu'il avait afin que le bureau puisse gérer les problèmes qui pourraient survenir. Fidèle à son plan, l'Infan s'excusa et affirma qu'il dormait au milieu de la nuit et qu'il n'avait rien vu.
Il essaya ensuite de mettre fin à la conversation en disant qu'il allait se reposer s'il n'y avait rien d'autre. Alors qu'il essayait de fermer la porte, l'officier Chase l'arrêta, lui disant que la lumière noire était très dangereuse et que, pour sa sécurité personnelle, il lui recommandait de rester à l'écart de la zone pour le moment afin de leur permettre d'enquêter correctement. L'infâne fut surpris de sentir que la force de l'officier Chase surpassait la sienne alors qu'il retenait la porte. L'officier changea d'approche et donna sa carte de visite à l'infâne, lui demandant d'appeler s'il remarquait quoi que ce soit ou s'il se souvenait soudainement de quelque chose. Après que les hommes du bureau d'enquête soient partis, souhaitant une bonne soirée à l'infâne ferma la porte derrière eux, poussant un soupir de soulagement, mais son esprit était assailli de questions. Il fut stupéfait de la capacité de l'officier Chase à l'empêcher de fermer la porte, même si son corps était renforcé par la puissance de la lumière noire. L'infâne en conclut que cet homme devait être ce qu'on appelle un déviant. Il regarda la carte de visite qu'il lui avait donnée et lut bureau d'enquête surnaturelle, branche de Waxia, admirant son design élégant. Il s'assit pour boire un verre d'eau, essayant d'ignorer l'affaire. Mais lorsqu'il retourna la carte, il fut surpris par un texte au dos qui lui fit recracher son eau. La carte indiquait que quiconque la recevait était considéré comme un membre honoraire du bureau d'enquête surnaturelle. Il devint anxieux, s'interrogeant sur la légalité de cette procédure et sur ce qui se passerait s'il ne voulait pas se joindre à eux. Pendant ce temps, dans une Mercedes noire qui s'éloignait dans la rue pluvieuse, l'un des membres de l'équipe demanda à son collègue, le chef d'équipe Chase, s'il avait également ressenti l'énergie émanant du corps de l'infâne pendant que Chase conduisait en silence. Le récit expliquait que les humains, au cours de siècles de recherche sur l'inconnu, avaient rencontré des phénomènes inexplicables, notamment l'émergence d'un groupe spécial d'utilisateurs de capacités connues sous le nom de déviance. Ces déviances sont divisées en 4 catégories principales en fonction de leur pouvoir, type naturel, type animal, type de trait et type unique. Le bureau d'enquête surnaturelle a été créé spécifiquement pour traiter les incidents causés par ces déviants et pour les surveiller en même temps. Chase tenait un rapport préliminaire sur l'infâne, qui indiquait que sa capacité était inconnue. Ses parents étaient décédés. Il avait une personnalité calme et réservée, et son comportement passé montrait qu'il ne s'impliquait pas dans les problèmes. Sur la banquette arrière, les 2 autres membres furent choqués par les paroles de leur chef. Le jeune homme aux cheveux hérissés cria, se demandant comment l'infâne était déjà un déviant. Chase le réprimanda, lui disant d'être plus professionnel et de ne pas crier si fort. Le jeune homme aux cheveux hérissés admit qu'il n'avait ressenti aucune fluctuation dans l'énergie de l'infâne et se demanda si le pouvoir de l'infâne surpassait sa capacité à le détecter. Son collègue à lunettes expliqua que c'était le contraire. L'énergie de l'infâne était si faible qu'il ne pouvait pas la détecter. À cela, le jeune homme aux cheveux hérissés devint enthousiaste, louant son collègue à 4 yeux qui possédait la capacité de détecter toutes les fluctuations d'énergie dans un rayon de 20 km et réalisa que c'était la raison pour laquelle leur chef avait donné la carte à l'infâne, exprimant une grande admiration pour sa décision. Chase demanda à son collègue à 4 yeux quel type de déviant il pensait que l'infâne était, et il répondit qu'il ne pouvait pas déterminer son type. Cependant, il ajouta que, d'après la façon dont son énergie fluctuait, il croyait que l'infâne n'avait réveillé ses capacités que récemment. Chase relia cela à l'incident de la lumière noire qui s'était produit la nuit dernière, ce que son collègue confirma. 4 yeux révéla que la nuit précédente, même s'il était à plus de 30 km du point d'atterrissage de la lumière noire, il avait ressenti une immense énergie. Cela l'avait obligé à aller jeter un coup d'œil. Chase commenta cela en disant qu'il le savait. Et à cause de ce regard, les yeux de son collègue avaient été gravement blessés. Alors que le jeune homme aux cheveux hérissés s'interrogeait sur le sort de la lumière noire mystérieusement disparue, il demanda à son chef s'il pensait que l'un se présenterait au rendez-vous. Dans son appartement, l'infâne cherchait en ligne des informations sur le bureau d'enquête surnaturelle et sur la façon de le rejoindre, mais il ne trouva aucun résultat. Alors qu'il s'interrogeait sur leur étrange méthode de recrutement, il découvrit un message caché sur la carte de visite lui demandant de les rencontrer dans le bus en direction de la route 11. L'infâne eut l'impression d'avoir reçu une offre d'emploi dès le lendemain de sa démission. Il décida d'aller les rencontrer, croyant qu'il valait mieux savoir ce qui se passait que d'être laissé dans l'ignorance. L'infâne prit un taxi, mais le chauffeur sembla terrifié et s'arrêta brusquement. L'infâne essaya d'attirer son attention, mais vit que l'âme du chauffeur avait presque quitté son corps à cause de la peur. Le chauffeur reprit ses esprits et demanda à l'infâne pourquoi il se rendait dans un endroit aussi inquiétant si tard dans la nuit, lui rappelant que de nombreux accidents s'y étaient produits. Pour confronter le chauffeur de taxi effrayé, l'infâne inventa un mensonge, affirmant qu'il retournait dans sa ville natale et qu'il devait se rendre à la gare routière pour la route 11. Le chauffeur paniqua en entendant le nom de la route et dit à l'infâne que c'était impossible car aucun bus n'avait emprunté cette route depuis plus d'une décennie. Alors que la peur du chauffeur augmentait, l'infâne essaya de le calmer, l'assurant qu'il allait bien et qu'il pouvait se débrouiller seul. Mais le chauffeur terrifié s'enfuit en trombe, laissant l'infâne derrière lui en criant qu'il ne voulait pas de la course, le suppliant de ne pas le poursuivre. L'infâne se tenait seul dans l'obscurité, regardant le taxi disparaître à l'horizon. Il n'avait pas d'autre choix que de parcourir la distance restante à pied. Après un certain temps, heureusement, il loua un vélo qui l'aida à parcourir la distance inattendue.
Il arriva enfin dans la zone d'Anchamp à 23h30 pour se retrouver devant un arrêt de bus abandonné. Soudain, un bus traversa la pluie et s'arrêta devant lui, et les mêmes 3 agents du bureau d'enquête en descendirent, le chef Chase et ses 2 collègues. Les agents l'attendaient, mais au fil du temps, ils commencèrent à perdre l'espoir qu'il vienne. L'agent aux cheveux hérissés dit à son chef Chase qu'il ne voyait l'infâne nulle part. Chase se demanda s'il était déjà parti. Leur collègue supposa que l'infâne avait eu peur et avait décidé de se retirer, tandis que l'autre, nommé Shumo, commenta que toute personne normale aurait peur dans un endroit comme celui-ci au milieu de la nuit. Son collègue acquiesça avec enthousiasme, ajoutant que si l'infâne ne pouvait pas gérer cette situation simple, il lui serait impossible de réussir les évaluations du bureau. À ce moment-là, Chase pensait que l'infâne ne semblait pas être quelqu'un avec une faible force mentale et se demandait s'il l'avait surestimé. Les exigences pour rejoindre le bureau d'enquête étaient strictes. Ils exigeaient non seulement des capacités surnaturelles, mais aussi une grande force mentale et psychologique. Convoquer l'infâne à un arrêt de bus abandonné au milieu de la nuit était le test le plus simple qu'on pouvait lui donner. Le jeune homme aux cheveux hérissés interrompit les pensées de son chef, plaisantant en disant qu'il savait que les attentes de Chase étaient élevées parce qu'il avait invité l'infâne lui-même, mais il semblait que même le chef pouvait se tromper parfois. Il suggéra ensuite qu'il parte, affirmant que l'infâne avait trop peur pour venir. Alors qu'ils étaient sur le point de partir, ils entendirent une voix demandant qui avait dit qu'il avait peur. L'infâne apparut, marchant avec assurance vers eux sous la pluie. Chase se tourna vers lui, surpris, et lui demanda s'il n'était pas parti. L'infâne répondit calmement, demandant pourquoi il partirait et que puisqu'il était venu de si loin, il valait mieux voir ce qui se passait. Et tout le monde se tenait face à face à l'arrêt de bus abandonné. Lorsque l'infâne arriva, Chase s'approcha de lui et loua son courage, mais l'infâne les surprit tous lorsqu'il sortit un pistolet joué qu'il cachait et le pointa sur Chase. Après un moment de silence et d'étonnement, Chase éclata de rire tandis que ses 2 collègues se sentaient gênés. Chase commenta qu'il comprenait qu'il était difficile de faire confiance à des inconnus que l'on n'avait rencontrés qu'une seule fois. Il loua ensuite l'infâne pour sa capacité à rester calme dans cette situation et son courage à explorer l'inconnu, en disant « Bien joué ». Il admit que lorsqu'il avait lui-même subi ce test dans le passé, il avait eu tellement peur qu'il avait failli s'enfuir. Chase se tourna vers Shumo et lui demanda pourquoi il ne lui avait pas dit que l'infâne était déjà là, ce à quoi il répondit froidement qu'il ne l'avait pas demandé. Finalement, Chase se tourna vers l'infâne et le félicita, annonçant qu'il était maintenant un candidat officiel pour le bureau d'enquête surnaturelle. Mais l'infâne le surprit à nouveau en disant qu'il n'était pas venu ici pour rejoindre leur organisation. Quand Chase lui a demandé pourquoi il était venu, l'infâne a expliqué qu'il voulait juste voir à quoi ressemblaient les autres déviants. Quand l'officier Chase a vu l'hésitation de l'infâne, il a essayé de le persuader de les rejoindre, soulignant qu'il ne réalisait peut-être pas encore les avantages que le bureau pouvait lui offrir ni le pouvoir que possédaient ses futurs collègues. Pour prouver ce qu'il avançait, Chase a fait un geste de la main et une force mystérieuse émanant de lui a plié, détruit et déraciné un panneau métallique voisin du sol. L'infâne était stupéfait par cette scène et se demandait avec émerveillement si son pouvoir était comme celui du personnage de fiction Magneto. Chase a souri et a expliqué qu'il aurait aimé être aussi fort que Magneto, mais que son pouvoir se limitait à déplacer facilement des objets ne pesant pas plus de 50 kg. Ensuite, l'infâne s'est tourné vers l'agent aux cheveux hérissés et l'a interrogé sur son pouvoir. L'agent a démontré sa capacité à transformer sa peau en acier, disant que ce n'était pas grand-chose. L'infâne a commenté froidement que cette capacité semblait un peu ridicule, ce qui a mis l'agent en colère. Puis, l'infâne a tourné son attention vers le dernier agent, Shumo, notant qu'il l'avait regardé tout le temps et a correctement déduit que ses capacités devaient être liées à la vue. Après que chacun se soit présenté, Chase les a invités à y aller, mais l'infâne a été de nouveau choqué quand ils se sont arrêtés devant un bâtiment modeste avec un panneau indiquant un restaurant de Nujaming et leur a demandé avec étonnement si c'était leur quartier général. Chase l'a accueilli et l'a invité à entrer sans hésitation. En entrant, l'infâne était complètement stupéfait. L'endroit à l'intérieur n'était pas un restaurant de nouilles, mais une immense installation de haute technologie, complètement contraire à ce à quoi il s'attendait. À l'intérieur, il a trouvé Chase allongé sur un canapé tandis que l'agent aux cheveux hérissés, portant maintenant un tablier, se préparait à cuisiner pour lui à sa demande. Il avait demandé un bol de nouilles, disant que le médecin lui avait conseillé de ne pas manger de viande le soir. L'agent s'est emballé et a commencé à préparer la pâte avec enthousiasme. L'infâne se sentait épuisé en pensant que cet endroit manquait complètement du prestige d'une grande organisation et se demandait s'il était trop tard pour faire marche arrière. Chase lui a demandé s'il était déçu. L'un a répondu qu'il n'était pas venu ici au milieu de la nuit pour les regarder faire des nouilles, ce à quoi l'autre agent a crié depuis la cuisine que manger les nouilles qu'il préparait était sa bonne fortune. Chase a calmement expliqué qu'il ne pouvait pas travailler le ventre vide. L'infâne leur a demandé avec scepticisme si toute l'organisation se composait uniquement de 3. L'autre agent s'est moqué de l'idée, soulignant que la ville de Binet était trop grande pour qu'il la gère à seulement 3 personnes, ce qui a fait pousser un soupir de soulagement à l'infâne. Mais Chase l'a interrompu, disant qu'ils étaient 6, pointant l'infâne comme le 6e membre. Frustré, l'infâne a exigé qu'ils arrêtent de plaisanter et leur a demandé le nombre réel de membres.
Chase lui a répondu sérieusement, lui demandant s'il pensait vraiment que les déviants étaient un phénomène courant. L'infâne a été surpris et a demandé s'ils étaient si rares. Chase a expliqué que s'il y avait beaucoup de déviants, il ne recruterait pas tous ceux qu'il rencontrait. Pendant qu'il mangeait, l'infâne a posé des questions sur les deux autres membres puisque Chase avait mentionné qu'ils étaient 5. Sans lui, Chase a répondu qu'il n'y avait pas besoin de se précipiter et qu'ils arriveraient bientôt. À ce moment-là, Shumo a senti quelque chose et une notification est apparue devant lui indiquant que la cible 003 était apparue. Il a confirmé à ses collègues que, d'après les fluctuations d'énergie, la cible était définitivement 003. Chase s'est immédiatement levé et a ordonné à Shumo de montrer le chemin, se préparant à passer à l'action. Lorsque le rapport de la cible 003 est arrivé, l'équipe du bureau s'est précipitée sur une moto avec un sidecar, laissant l'infâne derrière dans un état de confusion. L'infâne a couru après eux, leur demandant de s'arrêter et s'interrogeant sur son sort, mais ils avaient déjà disparu, le laissant seul à côté de son vélo de location. Ailleurs, l'équipe est arrivée sur une nouvelle scène de crime. L'agent aux cheveux hérissés a exprimé sa frustration d'être toujours en retard, en frappant un arbre avec son poing. La victime était allongée sur le sol et Chase a commenté que le criminel 003 était très insaisissable, frappant et disparaissant immédiatement, ce qui le rendait difficile à attraper. L'inquiétude était évidente sur le visage de Chase lorsqu'il a pensé que s'il ne pouvait pas prédire sa prochaine attaque, d'autres victimes tomberaient. La victime était une femme qui avait été brutalement agressée, ce qui a conduit son collègue à décrire l'auteur comme un psychopathe. Chase a posé une main sur l'épaule de Shumo pour le réconforter, lui assurant qu'ils attraperaient définitivement le criminel même s'il était un fantôme. Soudain, Shumo a senti la présence de l'infâne et a dit à ses collègues que le jeune homme qu'il venait de rencontrer se dirigeait vers eux. L'autre agent s'est demandé pourquoi il les suivait et a exprimé sa crainte que l'infâne ne rencontre la cible 003. Pendant ce temps, près du réservoir d'eau de Chili Street, un couple profitait de sa soirée, ignorant les corbeaux picorant un cadavre à proximité. Ils étaient dans un moment romantique où l'homme demandait à sa petite amie si elle reviendrait ici avec lui, ce à quoi elle répondait qu'elle était prête à aller n'importe où avec lui, puis ils se sont embrassés. À ce moment-là, l'un est passé devant eux à vélo, ce qui les a agacés et les a amenés à le décrire comme un chien célibataire solitaire. L'homme a suggéré qu'ils aillent s'asseoir au bord de l'eau et, pendant qu'ils marchaient, l'infâne est passé devant eux à nouveau et leur a conseillé d'être prudents. L'infâne s'est arrêté devant eux et, avec un regard effrayant, a commencé à les avertir. Il leur a dit que cet endroit était hanté par des fantômes et qu'il y avait des rapports de corps retrouvés ici. Le couple doutait de ses paroles, car l'homme se demandait pourquoi il n'avait pas entendu parler de quelqu'un mourant ici, et la jeune fille a ajouté que si cela s'était produit, les médias l'auraient rapporté. L'infâne a demandé s'il ne le croyait pas, puis a décrit d'une manière horrible comment le corps qui avait été retrouvé était complètement mutilé et avait les entrailles arrachées. Il a ajouté que la cible préférée de ces fantômes étaient les jeunes femmes magnifiques et que leur méthode de tuer était extrêmement brutale. L'histoire a réussi à terrifier le couple. L'homme a essayé d'agir avec courage, traitant l'infâne de fou et lui demandant s'il pensait qu'il pouvait lui faire peur. L'infâne a calmement répondu qu'il n'essayait pas de leur faire peur, mais seulement de les avertir, et leur a conseillé de quitter l'endroit et de rentrer chez eux immédiatement. Il s'est ensuite retourné, est monté sur son vélo et est parti tandis que l'homme le maudissait. La jeune fille avait peur et a demandé à son petit ami de rentrer à la maison. L'homme a essayé de cacher sa peur et a accepté, affirmant qu'il ne rentrait que parce qu'elle avait peur. Alors que l'infâne s'éloignait à vélo, il s'est soudainement arrêté. Il a senti une forte odeur de sang et, en raison de ses sens aiguisés, l'odeur était plus nauséabonde que d'habitude. À ce moment-là, il a entendu un grand cri provenant de la direction que le couple avait prise. Il a réalisé que le son venait de derrière lui et une possibilité terrifiante lui a traversé l'esprit. 003 avait-il trouvé ces deux-là? Quand l'infâne a entendu le cri, il s'est précipité à vélo vers la source du son, pleinement conscient du danger auquel il était confronté. Il savait, d'après les informations qu'il avait recueillies, que ses pouvoirs nouvellement éveillés, qui le rendaient légèrement plus fort qu'un humain moyen, ne lui permettaient absolument pas de rivaliser avec le criminel 003. Il s'est dit qu'il n'avait pas d'autres pouvoirs utiles qui pourraient l'aider dans cette situation. Pendant un moment, il a essayé de se convaincre de battre en retraite, arguant que le couple n'était pas de bonnes personnes. Ils avaient mal parlé de lui et il les avait déjà avertis, il n'était donc pas logique de risquer sa vie pour des étrangers. Mais sa conscience ne le permettrait pas, alors il a maudit son hésitation et s'est éloigné à toute vitesse, criant qu'il ne voulait pas vivre avec la culpabilité. Quand il est arrivé sur les lieux, il a trouvé un spectacle horrible. La femme était assise sur le sol dans une mare de sang, se cachant la bouche dans une terreur absolue. Quant à l'homme, c'était un cadavre mutilé sans vie, au-dessus duquel se tenait un énorme monstre ressemblant à un loup-garou grognant avec colère. L'infâne s'est précipité vers eux, espérant qu'ils allaient bien, mais il s'est arrêté brusquement quand il a vu clairement la scène et a rapidement réalisé que l'homme était déjà mort. L'infâne a saisi la main de la femme, essayant de la tirer pour s'échapper rapidement, mais elle était trop terrifiée pour se tenir debout et n'arrêtait pas de le supplier de l'aider. Alors qu'elle rampait vers lui pour obtenir de l'aide, le monstre la regardait avec des yeux rouges brillants, prêt à bondir.
L'infâne a réalisé la gravité de la situation et le monstre a commencé à attaquer. L'infâne a désespérément cherché quelque chose qui pourrait servir d'arme et a repéré des briques de ciment à proximité, décidant que c'était sa seule chance. Il a ramassé un morceau de brique lourd. Alors que le monstre sautait sur la femme, l'infâne s'est préparé à le lancer. Mais dans un moment choquant, la femme qui demandait son aide l'a poussé avec force vers le monstre, s'excusant, puis s'est levée et a couru pour se sauver. L'infâne s'est retrouvé en l'air en état de choc complet face à cette trahison. La femme a continué de fuir sans regarder en arrière, ne ressentant aucun remords. Le monstre est apparu derrière l'infâne, qui était encore sous le choc de la trahison qu'il avait subie. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui s'était passé, le monstre s'est jeté sur lui et a enfoncé ses griffes dans son corps. À distance, l'équipe du bureau a soudainement ressenti une fluctuation massive d'énergie. L'agent aux cheveux hérissés a crié qu'il le sentait aussi. Ils se sont demandé si 003 était revenu. Mais Shumo, après avoir analysé la source d'énergie, a confirmé qu'elle n'était pas aussi forte que l'énergie de 003, mais qu'elle n'était pas faible non plus. Shumo n'a pas hésité un instant, a poussé son collègue hors du sidecar, lui a dit qu'il allait conduire lui-même et ils sont partis en trombe pour voir qui utilisait ses pouvoirs avec autant d'insouciance. Pendant ce temps, l'infâne était en train de mourir. Les dernières pensées de sa vie, qui avaient duré plus de 20 ans, lui ont traversé l'esprit et comment il avait enfin eu la chance de la changer. Il ressentait de la tristesse à l'idée de mourir avant même de pouvoir utiliser son nouveau pouvoir. Alors que le monstre s'apprêtait à l'achever, les derniers vestiges de sa volonté se sont rassemblés en une seule pensée défiante, « Je refuse ». Refusant de mourir ainsi, l'infâne rassembla le reste de ses forces et frappa le monstre avec la brique de ciment qu'il tenait. Mais le coup n'eut aucun effet sur le monstre qui laissa échapper un rugissement de colère. L'infâne fut choqué par la futilité de son attaque. Et avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, le monstre lui assena un puissant coup de poing, l'envoyant voler dans les airs avec une force immense. L'infâne tomba au sol, blessé et impuissant, et sentit que le monstre était si rapide qu'il ne pouvait pas résister du tout. Alors qu'il était sur le point de mourir, des images de sa vie, qu'il considérait comme sans valeur, lui traversèrent l'esprit, et comment il avait passé sa vie à ne regarder que des individus surpuissants sur un écran de télévision. Il était amer de constater que, lorsqu'il avait enfin la chance de devenir comme eux et de changer sa vie était sur le point de s'éteindre. Il se demanda, désespéré, si c'était vraiment la fin. Puis, dans un moment de défi absolu, un sourire déterminé se dessina sur son visage. Il décida que même s'il allait mourir, il ferait au moins sentir de la douleur au monstre. Avec un regain soudain de force, il plongea sa main dans l'épaule du monstre, ce qui fit hurler le monstre de douleur. Le monstre jeta l'infâne au sol et continua à hurler d'agonie. L'infâne tomba au sol, haletant. Le sang du monstre recouvrant la main de l'infâne commença à s'infiltrer dans le trou, le transportant dans le monde à l'intérieur de lui. Des transformations commencèrent à se produire sur les êtres de ce monde, et l'infâne sentit soudain son corps brûler de l'intérieur. Ses blessures commencèrent à guérir à une vitesse étonnante. Le monstre en profita et se jeta à nouveau sur lui, mais fut surpris de constater que l'infâne avait disparu de l'endroit où il se trouvait et était apparu soudainement derrière lui demandant s'il le cherchait. Il se tenait debout, sain et sauf, entouré d'une aura verte, et dit au monstre qu'il était temps de se venger. Le monstre attaqua à nouveau, mais l'infâne esquiva son attaque à la vitesse de l'éclair, apparaissant derrière lui et disant que le monstre était trop lent. Il demanda ensuite froidement si c'était tout ce qu'il avait et déclara que c'était maintenant son tour, lançant une contre-attaque féroce. À ce moment-là, l'équipe du bureau sentit une autre fluctuation d'énergie. Shumo nota que cette nouvelle vague était aussi forte que l'énergie de 003, peut-être même plus forte. Son collègue se demanda, choqué, si l'infâne s'était engagé avec 003 et avait commencé un combat. Chase cria, leur ordonnant de se déplacer immédiatement. De retour sur les lieux du combat, l'infâne se tenait au-dessus du monstre vaincu. Il se demanda avec amertume comment la dame qui l'avait sauvé n'avait même pas appelé la police pour obtenir de l'aide. Il regarda le sang qui le recouvrait et se demanda comment il était encore en vie après en avoir perdu autant, mais son corps n'en pouvait plus, et il s'effondra inconscient dans une flaque d'eau de pluie. Lorsque l'infâne s'est effondré inconscient, la première chose qu'il a entendue, c'est quelqu'un qui l'appelait, alors il a d'abord pensé qu'il avait été secouru. Un policier l'a trouvé et a continué à essayer de le réveiller, lui demandant s'il allait bien. L'officier commença à comprendre la réalité de la situation lorsqu'il devint clair que l'homme appartenait au bureau d'investigation surnaturelle. Peu de temps après, l'équipe du bureau d'enquête dirigée par Chase arriva sur les lieux et demanda au policier ce qui s'était passé. L'officier répondit qu'il ne savait pas et qu'il avait trouvé l'infâne inconscient, allongé sur le sol. Il désigna ensuite la femme terrifiée assise sous un arbre et leur dit que c'était elle qui avait appelé la police. Shumo inspecta la zone et dit à Chase qu'il ne sentait plus la présence de 003, mais qu'il pouvait encore sentir les vestiges de fortes fluctuations d'énergie dans la zone. Chase regarda l'infâne pendant qu'il était transporté sur une civière par des ambulanciers et se demanda si cette énergie émanait de lui. À l'hôpital, l'infâne était allongé sur un lit pendant que les agents discutaient de son état à l'extérieur. L'agent aux cheveux hérissés exprima son étonnement quant à la survie de l'infâne.
Il ajouta froidement que depuis que l'infâne avait rejoint le bureau, il devait être prêt à faire des sacrifices à tout moment, y compris sa vie. Shumo était d'accord avec lui, disant que s'il mourait, il serait immortalisé en tant que héros, ce qui choqua leurs collègues. Chase approuva ces paroles par un c'est vrai avant qu'une infirmière ne le gronde pour avoir fumé à l'intérieur de l'hôpital, ce qui l'incita à s'excuser immédiatement. Les agents reprirent la discussion sur l'affaire, et l'un d'eux posa des questions sur le témoignage de la jeune fille survivante. Shumo répondit qu'elle était dans un tel état de choc qu'elle n'avait rien vu. Son collègue eut du mal à le croire, se demandant comment elle n'avait pas été témoin du sauvetage de l'infâne, mais Shumo insista sur le fait qu'elle était trop choquée. L'infâne, qui faisait semblant de dormir, écoutait leur conversation, remplie de colère. Il avait risqué sa vie pour la sauver, et elle ne s'en souvient tout simplement pas. Puis l'agent aux cheveux hérissés demanda à Chase son opinion sur l'infâne. Chase répondit que ce jeune homme n'avait pas ce qu'il fallait, puis donna un coup de pied dans son lit avec colère. Lorsqu'on lui demanda la raison de son opinion, Chase explosa de colère, expliquant que l'infâne ne pouvait même pas vaincre un monstre de classe et que s'il avait été confronté au vrai 003, il serait mort depuis longtemps sans avoir la chance d'apprendre à sauver les autres. Demandant sèchement si la vie de l'infâne ne signifiait rien pour lui, Shumo ajouta que sans l'intervention d'une personne mystérieuse, l'infâne ne serait pas en vie maintenant, ce qui piqua la curiosité de l'infâne, secrètement éveillé. À ce moment-là, Shumo réalisa que l'infâne faisait semblant de dormir, alors il donna un coup de pied dans son lit et lui ordonna d'arrêter de faire l'acteur. L'infâne se leva en criant avec colère, « Et alors si j'ai sauvé quelqu'un ?» Leur collègue était heureux qu'il soit enfin réveillé et se précipita vers lui pour le serrer fort dans ses bras, exprimant son bonheur de sa survie. L'infâne se plaignit du poids de son collègue, qui lui tapa ensuite si fort dans le dos que l'infâne cracha du sang, ce qui amena l'infâne à l'accuser d'avoir essayé de le tuer, mais son collègue prétendit que ce n'était qu'une légère tape. Chase finit par intervenir pour mettre fin au chaos. Lorsque l'infâne reprit pleinement conscience, il trouva Chase en train de le saisir par ses vêtements, en colère. Il lui cria au visage qu'il était sur le point de mourir, et que sans l'intervention de cette personne mystérieuse, il serait mort maintenant, et non dans un lit d'hôpital. Chase continua à le réprimander, soulignant que le bureau d'investigation surnaturelle n'était pas une morgue et qu'il ne lui permettrait pas de se sacrifier de manière insensée. Face à cette colère, l'infâne n'eut d'autre choix que d'affirmer qu'il avait compris la leçon. Après le départ des agents, l'infâne fut laissé seul dans sa chambre, en état de choc. Puis, soudain, il se redressa dans son lit, réalisant quelque chose d'important. Il se demanda s'il n'y avait pas de récompense monétaire pour l'élimination des monstres et comment, après avoir risqué sa vie pour tuer ce monstre, le mérite était revenu à quelqu'un d'autre. Il se sentait extrêmement frustré parce que non seulement il avait perdu la récompense, mais il devait aussi garder le silence sur ce qui s'était passé. Il réalisa que si le bureau découvrait que lui-même était la personne mystérieuse, sa véritable identité et le secret de la lumière noire seraient révélés. Au milieu de ses pensées, il se souvint qu'il avait absorbé les cellules du monstre et en déduisit que son petit monde intérieur avait dû changer. L'infâne entra dans son monde intérieur pour se retrouver complètement choqué. Les insectes qu'il avait précédemment absorbés avaient évolué, et d'étranges créatures ressemblant à des ombres étaient apparues, formant une chaîne écologique entièrement nouvelle. Il remarqua que ces nouvelles créatures se reproduisaient encore par division. Il envisagea d'introduire des cellules de mammifères pour développer différentes espèces, mais il abandonna rapidement l'idée, réalisant que cela augmenterait leur intelligence, et que le risque serait trop grand. Bien qu'il ne connaisse pas l'avenir de ce monde, il décida que l'introduction réfléchie de nouvelles formes de vie pourrait être une bonne idée. Lorsqu'il reprit conscience à l'hôpital, il trouva un petit mot laissé pour lui par une infirmière avec son numéro de téléphone, mais il n'y prêta pas attention et le jeta par la fenêtre. À ce moment-là, une luxueuse voiture de sport rouge s'arrêta devant l'hôpital, et une foule de fans et de journalistes se rassembla autour d'elle, scandant le nom de Chouchou. Une belle femme blonde sortit de la voiture, et les journalistes se précipitèrent vers elle, lui demandant la raison de sa visite à l'hôpital et sa relation avec le patient pour lequel elle était venue. Elle répondit calmement et avec assurance qu'elle était venue rendre visite à un ami et révéla que le nom de cet ami était l'infâne. Sa réponse provoqua une grande agitation parmi les fans et les journalistes. Ces fans la considérant comme le chef-d'œuvre le plus merveilleux créé par Dieu, elle leur dit qu'elle était venue rendre visite à un ami, tandis que d'autres se demandaient tristement si cet ami était son amant. Ses gardes du corps le nièrent avec véhémence, insistant sur le fait qu'aucun homme sur cette planète n'était digne d'elle. La nouvelle se répandit rapidement à l'intérieur de l'hôpital, et des signes d'excitation étaient clairs sur les infirmières lorsqu'elles remarquèrent qu'elles se dirigeaient vers leur service. L'infâne entendit la commotion à l'extérieur et s'interrogea sur sa source pendant que les infirmières se précipitaient pour voir leur idole. L'infâne essayait désespérément de se souvenir de qui était cette personne. Soudain, il se souvint de tout. C'était Shu Qingxian, connue sous le surnom de déesse de l'Asie. Après que l'infâne a réalisé que la visiteuse était la déesse de l'Asie, il a décidé que ça ne le concernait pas et s'est recouché. Mais il a vite entendu des pas s'approcher, et la porte de sa chambre s'est ouverte pour laisser entrer Shu Qingxian en personne. Son entrée a provoqué l'émoi parmi les infirmières dans le couloir qui ont commencé à chuchoter,
se demandant qui était ce jeune homme qui ne méritait pas une visite d'une personnalité comme elle. L'infan a entendu leur chuchotement et s'est senti agacé. Pour éviter la situation, l'infan a fait semblant de ne pas la connaître, lui demandant froidement si elle s'était trompée de chambre et s'il la connaissait, mais elle lui a calmement assuré qu'il était bien la personne qu'elle cherchait. Cette réponse a mis en colère les infirmières qui le considéraient comme une ordure pour ne pas connaître la déesse de la nation. Shu Qingxian a ordonné à ses 2 gardes du corps de partir, et ils ont immédiatement obéi. Dès qu'ils sont partis, les infirmières ont fondu en larmes, se demandant tristement pourquoi leur star adorée rendait visite à cette personne au lieu de leur rendre visite à elle. Quand elle a touché ses cheveux et a souri, l'infan a ressenti un choc étrange en ayant une vision rapide de son sourire à côté de Chase, et il lui a crié d'arrêter. Il a sauté en arrière sur son lit et lui a demandé qui elle était et pourquoi il le regardait de cette façon. Elle s'est approchée de lui calmement et lui a murmuré à l'oreille qu'elle était une subordonnée de Li Zhenming, qui est le vrai nom de l'officier de Chase. L'infan a immédiatement réalisé qu'elle était un esprit. Elle lui a demandé de ne pas dire ça à voix haute. Elle s'est assise sur le bord de son lit et lui a dit qu'elle avait entendu dire que le nouveau venu avait abattu un monstre tout seul lors de son premier jour. Puis elle a mis son bras autour de lui et a commenté qu'il était très courageux d'avoir fait ça avec sa maigre force. L'infan lui a demandé avec inquiétude si elle n'avait pas peur d'un scandale médiatique, surtout avec les journalistes à l'extérieur, mais elle a ignoré ses inquiétudes. Au lieu de cela, elle s'est penchée et l'a embrassé sur la joue, laissant une marque de rouge à lèvres, et lui a dit que c'était sa récompense. L'infan a été extrêmement choqué et a réalisé que c'était son premier baiser. Peu de temps après, Shu Qingxian a quitté la pièce au milieu des acclamations des infirmières, tandis que les journalistes se préparaient à la prendre en photo. L'infan a profité du chaos, s'est échappé de l'hôpital et a ailé un taxi. Dans la voiture, il était encore sous le choc, incapable de croire qu'il avait été embrassé de force. Il a commencé à repenser à ses paroles et à réaliser que si elle était bien une subordonnée de Li Zhenming, cela signifiait que son chef était en danger. Pendant ce temps, au quartier général du bureau d'enquête, Chase surveillait un dispositif de suivi lorsqu'il a soudainement pris feu et a explosé dans sa main. Ses 2 collègues se sont précipités vers lui et lui ont demandé si la cible s'était échappée. Chase a répondu qu'il ne savait pas comment elle avait réussi à s'échapper. Ils se tenaient tous les 3 dans une pièce contenant d'énormes capsules de confinement et ont réalisé qu'ils étaient confrontés à un gros problème. Au quartier général du bureau d'enquête, Shumo expliquait que bien que l'esprit échappé soit capable de blesser et de tuer les autres, ses capacités de combat direct sont faibles. Chase a précisé que le plus dangereux dans cette affaire est de découvrir qui a brisé le réceptacle de confinement et a permis à l'esprit de s'échapper. Chase a mentionné que leur autre collègue, frère Zhang, était celui qui avait scellé cet esprit il y a 3 ans dans le district de Qingji. Leur collègue s'est vanté qu'il était celui qui avait maîtrisé un esprit de serpent de la dynastie Ming d'une seule main après que d'autres aient échoué, mais Chase l'a interrompu, disant qu'il n'était même pas là. Chase a exprimé son inquiétude que si le coupable était un initié, ce serait un énorme problème. Shumo a confirmé qu'en excluant l'infan, il n'y avait que 5 autres personnes qui connaissaient cet endroit. Les 3 se tenaient dans une pièce contenant de vieux réceptacles de confinement, et Chase se demandait si ces personnes étaient responsables de l'incident. Pendant ce temps, l'infan était dans un taxi, se réveillant d'un rêve troublant dans lequel il voyait des monstres l'attaquer, alors qu'il était incapable d'esquiver. Le chauffeur lui a dit qu'ils étaient arrivés à destination, et il a réalisé que tout cela n'était qu'un rêve. L'infan est sorti devant un vieil orphelinat. Dès que l'infan a sonné à la porte, une femme est apparue sur l'écran et a commencé à s'enquérir de son identité. L'infan s'est présenté à travers l'écran, expliquant qu'il avait été invité par mademoiselle Xia et se demandait si elle les avait informés de son arrivée à l'avance. L'infan a été surpris lorsque la femme lui a dit qu'il n'y avait aucune mademoiselle Xia résidant à cet endroit. Il a commencé à sentir qu'il avait été trompé par elle. Il s'est souvenu de l'avertissement de Shu Qingxian selon lequel quelque chose de dangereux allait se produire au bureau d'enquête et que la vie de Chase serait en danger. En raison de son inquiétude et de son manque d'argent, il a décidé qu'il devait intervenir d'une manière ou d'une autre. Il a alors décidé de retourner au restaurant de nouilles pour investir ce qui restait de son temps et de son argent. Soudain, une voiture est apparue devant lui et a failli le renverser, le mettant en colère à cause de ce à quoi il avait failli être soumis. Après cela, la voiture s'est arrêtée et un jeune homme est sorti avec 2 filles. La fille a demandé à son amie Lily si elle connaissait cet homme, et elle a répondu avec surprise qu'elle ne connaissait pas cet oncle et ne voyait aucune raison pour laquelle elle le devrait. L'infan leur a dit qu'il venait concernant une affaire concernant leur tuteur, mais l'une des filles a répondu en se moquant en disant qu'aucun adulte ne vivait dans cette maison. Il les a alors regardées avec étonnement et a demandé si elles étaient toutes orphelines. La fille est devenue très en colère, croyant qu'il se moquait d'elle avec ses mots. Le garçon qui les accompagnait s'est souvenu de quelque chose et a ensuite réalisé que l'infan était la personne que mademoiselle Chouchou leur avait envoyée. Et lorsque l'infan a mentionné qu'il avait été invité par mademoiselle Chou, la directrice Linma est devenue folle de joie. Lily s'est présentée, Wennan est la directrice Linma. L'infan a demandé à Lily le nom du garçon assis avec elle, et elle a répondu qu'elle ne se souvenait pas de son nom, mais a suggéré qu'il l'appelle 4 yeux. L'infan a remarqué que les 2 filles possédaient une énergie étrange. Après cela,
il s'est retrouvé à se faire gronder par Lily pour avoir porté les chaussons de son ami Wenlan. Lily a remarqué que Wenlan était embarrassé par ce que l'infâne avait fait, alors elle a réagi en le frappant. Chu Lily a explosé de colère contre l'infâne, le traitant d'impoli et l'avertissant de ne plus jamais s'approcher de leur chambre. Plus tard, Wenlan et Lily comptaient leurs économies mais ont constaté qu'elles avaient besoin de 40 000 de plus. Face à cette situation difficile, Lily a suggéré avec enthousiasme d'aller gagner de l'argent en chassant des primes. Wenlan a calculé la situation et a constaté que leur seule option pour obtenir rapidement le montant requis était d'éliminer un fantôme de niveau 003. Lily a réalisé qu'il existait une solution non essayée à leur disposition. Pendant ce temps, Jing Gao était impressionné par l'infâne pour être un membre officiel du bureau d'enquête, ce qui n'était pas arrivé depuis des années. L'infâne a essayé d'être humble, mais Jing Gao a insisté pour l'appeler grand frère et lui a dit que Mademoiselle Chu avait envoyé quelque chose pour lui. Il lui a remis un avis d'admission au lycée, ce qui a stupéfié l'infâne car il avait 24 ans. Jing Gao a expliqué que tous les membres du bureau avaient besoin d'une couverture pour leur identité secrète, et la nouvelle identité de l'infâne serait un lycéen. L'infâne a également été surpris d'apprendre que Zhu Lili était un membre officiel du bureau. À ce moment, Lily est apparue et a exigé que l'infâne lui remette tout son argent. L'infâne a refusé sa demande, remettant en question la raison d'un comportement aussi arrogant. Elle lui a dit de considérer cela comme un prêt, mais il a refusé à nouveau, soulignant qu'il n'y avait pas de bonne relation entre eux pour le justifier. Ici, Wenlan est intervenu, lui expliquant que l'affaire était très importante. Le père de leur camarade de classe était profondément endetté à cause du jeu, et s'il ne remboursait pas sa dette aujourd'hui, l'échoppe qui était leur seule source de revenus serait détruite. Malgré ses supplications, l'infâne a froidement refusé d'aider, disant que les accros au jeu ne se repentent jamais. Cette réponse a mis Lily en colère, qui l'a accusée de ne pas être digne d'être membre du bureau d'enquête. Puis elle a pris la main de Wenlan et est partie, déclarant qu'elle résoudrait le problème elle-même et qu'elle n'avait besoin de l'aide de personne. Après leur départ, Jing Gao a supplié l'infâne de les aider. Il lui a révélé un secret dangereux. Le pouvoir de Lily était équivalent à celui de leur chef Chase, mais elle reste à l'orphelinat parce qu'elle ne peut pas le contrôler. Après avoir réalisé la gravité de la situation, l'un a soupiré et a commenté à quel point les enfants sont impulsifs de nos jours, mais il a décidé qu'il ne pouvait plus ignorer la question. Alors que Jing Gao se préparait à partir avec lui, l'infâne l'a arrêté, lui disant qu'il irait seul, arguant que les tripots sont gérés par de grands patrons, et que quelqu'un devait rester pour s'occuper d'eux. Alors que l'infâne marchait seul, il pensait à une découverte qu'il avait faite la dernière fois qu'il était entré dans son petit monde. Il avait réalisé que bien que les cellules fantômes et autres cellules biologiques puissent coexister dans son corps, elles ne fusionnaient pas vraiment et que les gènes fantômes étaient généralement dormants. Mais une fois réveillés, il pouvait entrer dans une deuxième forme, qui était la forme de fantôme combattant, son atout actuel. Contrairement aux esprits calmes, le gène du corps fantôme était incontrôlable. Cependant, il savait que cette immense puissance de combat ne pouvait pas être utilisée contre des criminels ordinaires comme les usuriers.